Nous allons maintenant accueillir donc le docteur Claude Billot, néonatologue au CHU de Bordeaux, très impliqué dans la nutrition chez l'enfant, et qui est accompagné de Floriane Poulain, responsable nutrition au secteur français des aliments de l'enfance. Et ils vont donc nous parler de l'intérêt de l'ajout de l'acide arachidonique dans les laits infantiles. Merci. Donc bonjour à tous. Effectivement, je vais d'abord commencer juste par vous refaire un rapide panorama du contexte réglementaire qui encadre aujourd'hui les préparations pour nourrissons et préparations de suite. Donc, comme vous savez, ces produits sont encadrés au niveau européen en termes de composition nutritionnelle et ces compositions nutritionnelles et ces textes réglementaires sont réévalués pour tenir compte des évolutions et des connaissances scientifiques. Donc, si on passe à la diapo suivante, quelles sont les dernières évolutions qui ont eu lieu, et notamment en ce qui concerne la composition en ARA et en DHA des laits infantiles. Il faut savoir qu'avant 2016, c'est la directive 2641 qui encadrait les préparations pour nourrissons et préparations de suite, et que selon cette directive européenne, l'ajout de DHA et d'acide arachidonique dans les laits infantiles était facultatif et dépendait en fait de la volonté de chaque opérateur. Par contre, dans le cas où il y avait une supplémentation qui a été faite, il y avait une obligation d'ajouter de manière simultanée du DHA et de l'ARA avec des teneurs qui étaient fixées. Donc l'ARA devait être ajouté avec un niveau maximum de 1% de la teneur en matière grasse totale et le DHA ne devait pas avoir une teneur supérieure à celle de l'ARA. Si on regarde maintenant, donc si on passe au règlement suivant, donc depuis 2016, c'est le règlement cadre UE 609-2013 qui est venu donc rendre obsolète la directive et qui a accompagné du coup de règlements cadres qui viennent compléter ce règlement cadre. Et dans le cas des préparations pour nourrissons et préparations de suite, c'est la directive UE 2016-127. Selon ce nouveau règlement, maintenant, on a un ajout qui est obligatoire de DHA, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'intérêt nutritionnel du DHA, avec une teneur donc, qui est réglementée entre 20 mg et 50 mg par 100 kcal. Par contre, l'ARA reste facultative et aucune disposition spécifique n'a été intégrée dans l'acte délégué en termes de teneur en cas de supplémentation en ARA. Alors, c'est à moi donc. La première diapo donc schématise le métabolisme des acides gras essentiels. Comme tout le monde connaît, je ne sais pas si j'ai besoin de répéter, mais enfin bon, pour être didactique, vous avez les deux familles d'acides gras essentiels, oméga 6 et oméga 3, dont les précurseurs pour les oméga 3 sont l'acide linoléique, oui, et pour les oméga 6, l'acide linoléique. Ces deux acides gras sont apportés par les huiles végétales. Au passage, l'huile d'olive, qui est réputée être l'huile essentielle, magique, etc., n'apporte que de l'acide linoléique, et alors que la meilleure des huiles, me semble-t-il, est l'huile de colza qui apporte les deux. Il apporte l'acide linoléique et l'acide linolénique. Ensuite, il va y avoir un jeu de désaturase, de délongase, delta 5 et delta 6 désaturase, qui sont sous le contrôle de deux gènes FADS1 et FADS2. Et dans la population générale, c'est si vous avez le gène en homozygote et les deux allèles en homozygote, eh bien, vous allez avoir plus de delta 6 désaturase et donc il y aura une plus grande facilité à élonguer les précurseurs en ARA et en DHA. L'autre problème, c'est que les désaturases les deux lignées sont en compétition avec les mêmes désaturases, en sachant que l'acide linoléique est beaucoup plus avide de la désaturase et donc sera mieux désaturé. Le rapport linoléique sur linolénique est idéal et de 6 qui permettra d'élonguer à la fois les oméga 3 et les oméga 6. Au-dessus, eh bien, le linoléique va être
prépondérant, et l'ARA aussi. Si vous êtes au-dessous de 5, 6, c'est les oméga 3 qui vont être bien désaturés et les oméga 6 un peu moins bien. Alors, les acides gras à très longue chaîne, l'arachidonique et le DHA sont apportés, peuvent être provenir du métabolisme dont je ai parlé, mais principalement, ils sont apportés pour l'ARA par l'œuf, les œufs et la volaille, et pour EPA et surtout DHA par les poissons gras. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, nous avons ici une étude extraordinaire qui a été faite par Brenna sur 65 études différentes dans 65 pays différents pour avoir une idée de ce qu'on va mettre dans les formules de lait. Vous avez une grande variation liée aux apports alimentaires du DHA qui va pouvoir passer de 0,07% au Soudan, au Canada et aux États-Unis très bas aussi, parce que aux États-Unis, ils consomment beaucoup d'huile de tournesol, moins d'huile de soja, c'est dommage. Et vous voyez que ça peut aller jusqu'à 1% au Japon et 2,78 en Chine maritime. Si vous regardez l'ARA, vous avez très peu de variations, très peu. Il est moins sensible à l'apport alimentaire et pas du tout sensible à l'apport de DHA. C'est-à-dire que même si on a un DHA élevé, ça retentit très peu sur l'arachidonate. Et d'autre part, vous voyez que l'ARA est pratiquement toujours supérieur au taux de DHA, sauf quand il y a plus de 1%, comme au Japon, de DHA, et a fortiori de 2,78 pour l'acide. Pour le DHA, vous avez un arachidonate qui est de moitié, 1,17. Ceci dit, on n'a pas observé de pathologie particulière ou de troubles de la croissance chez les Chinois et au Japon. Diapo suivante. Cette courbe a été reprise de Martinez. C'est l'évolution du taux de DHA et d'arachidonate dans le cerveau d'enfants qui malheureusement sont décédés. Depuis la 22e semaine jusqu'à 2 ans, voire 4 ans même, vous avez une augmentation considérable du DHA et de l'arachidonate dans le cerveau, donc qui fait supposer, ça a été démontré chez l'animal, c'est plus difficile chez le bébé, que non seulement le DHA et l'arachidonate participent à la structure des neurones et en particulier à la myélinisation, mais aussi à la synaptogénèse et bien d'autres fonctions qui sont bien démontrées chez l'animal. Et chez l'enfant, on a utilisé des méthodes de QI adaptées aux bébés de 2 ans. On les a fait aussi à 1 an, mais il y a des grosses difficultés pour avoir des chiffres intéressants. Par contre, on peut donner une idée avec une étude de Birch et de Carlson qui avait mis les diapos suivantes, qui avait comparé un groupe contrôle qui contenait 0% de DHA et 0% d'arachidonate, c'est la courbe du haut, et les potentiels évoqués sont très bas. Ensuite, on a mis 0,64%
d'arachidonate et 0,32% de DHA, ainsi que le troisième groupe 0,64% de DHA et le quatrième groupe 0,96% de DHA. Et vous voyez que à partir de les trois courbes 0,32, 0,64 et 0,96 se superposent, c'est-à-dire que à partir de 0,32%, on a une nette amélioration de la fonction visuelle, mais on peut mettre 0,64, c'est peut-être bien, avec 0,64 d'acide arachidonique qui va permettre une bonne vision et des effets intéressants des oméga 3 que je vais détailler. Diapo suivante. Alors, vous voyez ici que c'est un petit peu difficile à suivre. Les oméga 6, le métabolisme du 24-6, c'est-à-dire de l'arachidonate, va donner ce qu'on appelle les eicosanoïdes, les leucotriènes qui sont pro-inflammatoires et donc qui servent à se défendre contre les infections, mais malheureusement sont la source chez l'adulte de maladies inflammatoires chroniques. Les thromboxanes, qui sont là pro-agrégants de vasoconstricteurs, c'est bien pour arrêter les hémorragies, mais chez l'adulte peut provoquer des infarctus cérébraux et des hémorragies cérébrales. Les prostaglandines, particulièrement PGE2, qui activent la mitogénèse, donc qui sont favorables à la croissance, et donc ça c'est très important chez l'enfant, mais chez l'adulte, à des taux élevés, peuvent favoriser les cancers et les maladies où la mitogénèse est anormale. Si on regarde l'EPA, il va donner les leucotriènes et les prostaglandines et il va balancer l'action, il va balancer de façon négative l'action des oméga 6 à tous les niveaux. Et donc, de fait, on est très, très intéressé par les oméga 3 parce que c'est des anti-agrégants, donc c'est moins facile, ça combat l'infarctus du myocarde, c'est plus favorable de ce côté-là. Ça combat également les phénomènes inflammatoires. Et donc, vous voyez qu'il y a une balance qui est fine entre ces deux lignées d'oméga 6 et oméga 3. Et donc, les oméga 6 et oméga 3 sont nécessaires avec un bon équilibre pour équilibrer justement le développement rétinien neurosensoriel et également les conséquences sur les écodanoïdes. Et pour terminer de ce schéma, vous voyez que les oméga 3 sont favorisés TH1 et les oméga 6 TH2. Donc, on va avoir plus facilement des allergies avec les oméga 6 et chose intéressante, si on augmente les oméga 3, on aura un phénomène anti-allergie. Diapo suivante. Alors, j'ai résumé ça dans ce tableau, les besoins en précurseurs et les besoins en acides gras très longue chaîne. Ceci, pour l'acide linolénique, entre 8 et 25% des acides gras trans. Dans une étude qu'on a fait, en faisant varier le taux de linolénique, on a 10,8% pour le linolénique qui reste dans les normes. Et l'acide alpha-linolénique arrive à 2,15%, qui est dans les normes de 1,75 à 4% des acides gras trans.
voyez que l'acide arachidonique est normalement entre 0,3% des acides gras totaux jusqu'à 0,7%. Dans notre étude, on a 0,33%. Et l'acide docosahexaénoïque, le DHA, doit être entre 0,2, même plutôt 0,3% à 0,6%. Et notre étude montre que c'est 0,56%. Diapo suivante. Eh bien, donc, je passe la parole à Madame Floriane Poulain. Merci beaucoup. Donc effectivement, pour conclure, comment toutes ces connaissances scientifiques se traduisent au niveau des pratiques des opérateurs. Donc comme je vous l'ai dit avant, finalement, sous la directive 2641, on avait des pratiques qui étaient très variables entre opérateurs, puisque pas d'obligation d'ajouter du DHA et ou de l'ARA. Donc on avait une variabilité et en termes d'ajout et en termes en termes d'ajout. Par contre, le ratio, bien sûr, respectait celui en vigueur dans la directive. Si on passe à la diapo suivante, du coup, maintenant que l'ajout de DHA est rendu obligatoire, bien entendu, toutes les formules infantiles en contiennent pour correspondre et répondre aux besoins nutritionnels des enfants. En ce qui concerne l'ARA, il y a encore une variabilité qui existe et ce dernier est du coup ajouté en concentration variable en fonction des entreprises, mais toujours avec un objectif de répondre aux besoins nutritionnels des enfants. Quelles sont les contraintes finalement à l'ajout d'ARA systématique? Il y en a deux. Il y a d'abord le prix, bien sûr, puisque l'ajout d'ARA va se traduire en une formule légèrement plus chère. Et du coup, il y a besoin d'avoir un bon ratio intérêt nutritionnel coût de la formule pour que le produit réponde aux besoins nutritionnels de l'enfant, mais puisse être acheté aussi par le parent. Il y a une deuxième contrainte qui est le fait aujourd'hui de l'incapacité de valoriser l'ajout de ce nutriment au sein des formules et du coup l'impossibilité d'expliquer pourquoi une formule qui contient de l'ARA est plus chère qu'une autre formule qui n'en contient pas. Donc, si on passe à la diapo suivante, au niveau des pratiques des opérateurs, finalement, il y a bien une reconnaissance que l'ARA paraît essentielle, notamment pour les nourrissons de 0 à 6 mois. Et du coup, il y a un ajout qui est fait de manière privilégiée et de manière volontaire par les opérateurs d'enrichissement dans les laits premier âge, puisqu'on sait qu'ils constituent la seule source d'alimentation pour ces nourrissons. Du coup, il y a vraiment une volonté d'enrichir en priorité ces formules. Et ensuite, il y a certains opérateurs qui enrichissent l'ensemble de leur gamme, avec aussi un enrichissement des laits deuxième âge, des laits troisième âge, avec bien sûr un ratio qui est optimisé au vu des connaissances scientifiques pour que le ratio DHA-ARA soit optimisé au maximum. Si on passe à la dernière diapositive, juste qu'en est-il de la diversification? Donc, il faut savoir donc, que lors de la diversification, l'ARA peut provenir d'autres sources alimentaires. C'est pourquoi certains opérateurs font le choix de moins enrichir les laits deuxième âge et troisième âge. Donc, il y a un réel intérêt aussi, un réel rôle des pédiatres qui est essentiel de bien encadrer la diversification auprès des parents pour que les besoins nutritionnels en ARA soient bien atteints. Et ensuite, il y a aussi une autre contrainte en fait qui limite aussi l'enrichissement des produits de diversification, qui est que les produits de diversification sont cadrés aussi au niveau européen en termes d'ajout de matières grasses. Et du coup, ces critères et ces seuils peuvent parfois limiter l'enrichissement en ARA qui pourrait provoquer en fait un dépassement de ces seuils. Donc, il faut savoir que la réglementation est actuellement en cours de révision pour justement tenir compte de toutes les évolutions et connaissances scientifiques. Et du coup, il y a aussi une opportunité de tenir compte de ces évolutions pour implémenter des seuils qui permettent aussi aux opérateurs de pouvoir enrichir en ARA quand c'est nutritionnellement pertinent. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Donc un petit commentaire du live de Olivier Moutarde qui précise d'après le règlement de 2016 que il y a bien une limite pour l'ARA dans le dernier texte et il faut que l'ARA représente moins de 1% des acides gras totaux. Voilà. Oui, effectivement, c'était pour le ratio, mais tout à fait merci. D'accord. Moi, j'avais donc une petite question. Que savons-nous en fait de la capacité du nourrisson à convertir l'acide linoléique en dérivé à longue chaîne, donc DHA et l'ARA? Est-ce que c'est une fonction qu'il a dès le début ou est-ce que ça évolue dans le temps? Oui, et il est même présent chez le prématuré. On avait fait une étude dans les années 90 où on avait deux ratios de ALA sur ARA, linoléique sur linolénique, qui était d'un côté à 32
et de l'autre côté à 7%. Et chez les prématurés, dans les membranes de la phosphatidyléthanolamine, des membranes du globule rouge des prématurés, on voyait que le DHA, avec ce rapport, on n'avait pas rajouté DHA ni DARA, c'était juste les précurseurs, et on s'apercevait que le DHA restait dans l'intervalle de confiance du lait maternel depuis 3 jours de vie jusqu'à la 37e semaine, c'est-à-dire un mois à peu près, et était dans l'intervalle de confiance du DHA du lait maternel. Alors, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que vous pouvez avoir, selon la génétique de la mère, qui a plus ou moins le gène FADS1, FADS2 très élevé, enfin normal, vous avez plus de linoléniques qui sont allongés en EPA et en DHA, de l'ordre de pratiquement 20%, alors que si c'est les gènes qui ne sont pas présents, qui sont avec des hétérozygotes, à ce moment-là, vous pouvez avoir que 1 à 2, voire 10% maximum de métabolisme. Par ailleurs, l'acide linoléique qui a été étudié avec un marqueur au carbone 13, on s'aperçoit, alors je ne sais pas quel était le rapport entre les deux, mais il se transforme plus facilement en arachidonate. C'est pour ça qu'on n'était pas très inquiet pour l'arachidonite. Cette étude montre que c'est 20 à 25% de transformation, et il ne précisait pas dans cette étude quel était le ratio linoléique sur linolénique, et surtout quelle était l'importance du gène FADS1, FADS2. Merci beaucoup, Monsieur Billot, pour cette réponse, et merci à vous deux pour cette présentation. Nous allons finir cette première session. Merci à vous. Merci beaucoup.